Eh bien, bonjour à tous, à nouveau pour ce troisième flash marché de mars 2026, qui est assez fourni, hein, vu les événements. Mais en attendant de démarrer notre table ronde, je propose que Frédéric Espira, comme d'habitude, nous donne le là. Fred, c'est à toi. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques actualités chez Force Patrimoine, formation webinaire gratuit dans quelques jours, le 19 mars, de 10h à 11h. Vous retrouverez tous les pièges à éviter pour la comptabilité des cryptos, des investissements crypto dans les sociétés à l'IS. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Comment je tiens ma comptabilité dans ce cadre-là? Et puis, fin juin, début juillet, plutôt, les 2, 7 et 9 juillet, nous aurons donc le lancement du premier certificat expert comptable crypto pour maîtriser la comptabilité, la fiscalité, la structuration des investissements crypto des sociétés à l'IS. Donc, n'hésitez pas, vous avez le programme sur le site internet de Force Patrimoine. Sinon, vous nous le demandez par messagerie, il n'y a pas de souci. Je laisse la parole à Jean-Marc. Merci Frédéric, comme d'habitude, pour ces actualités formation. Écoutez, j'ai failli pousser le fameux cri Good morning, Iran. Évidemment, vous nous attendez tous sur la question, sur tout ce qu'on entend sur, je dirais, cet événement assez colossal, peu surprenant finalement, mais assez colossal, de l'attaque, hein, par les États-Unis et Israël sur l'Iran et donc je dirais, les conséquences sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et je permets qu'on mette tout de suite les pieds dans le plat. Et je dirais, Claude Guillermas, pour ne citer que toi en premier, peux-tu nous dire quelle est ta position? Hein, aujourd'hui, on va, plutôt que de passer des slides au fur et à mesure, hein, on va avoir un système de table ronde où je vais poser des questions, éventuellement faire des remarques, et puis où chacun pourra apporter sa touche, et ça donnera quelque chose de plus dynamique et peut-être de plus intéressant. Une dernière chose, Claude, avant que tu démarres, n'hésitez pas à poser des questions, hein, pour en faire quelque chose du plus intéressant et dynamique possible. Claude, es-tu là? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Très bien. Bon, très bien. Oui, effectivement. Bon, ce qui est bien avec Trump, c'est qu'on s'ennuie jamais, hein. On a toujours de l'actualité. Bon, au-delà du côté un peu tragique, bien entendu, de ce qui se passe, il y a effectivement le point d'orgue aujourd'hui, c'est tourné vers le pétrole, hein. Quel est l'impact macroéconomique, hein, que cette flambée du pétrole va entraîner? Euh, Nous, on estime que ça peut effectivement, à court terme, entraîner des problématiques. Et s'il y avait un choc pétrolier qui se prolonge, peut-être ça pourrait entraîner une stagflation, hein. Donc, bon, on est vigilant, on regarde. Alors, est-ce que ce conflit va durer? On ne sait rien. Je dirais que c'est aux États-Unis et Israël de savoir si ça va durer, et quelles seront les répercussions. Alors après, pareil, de jour en jour, il peut y avoir des nouvelles qui viennent amplifier cet effet, notamment lié au pétrole, avec peut-être des bombardements de, 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 de production de pétrole. Alors, on parle beaucoup de ça en Europe, en Occident en tout cas, mais je pense que les pays les plus impactés, c'est plutôt les pays d'Asie, hein, notamment la Chine, qui était plutôt acheteur de pétrole. Euh, je disais un article récemment sur les réserves stratégiques de pétrole en France, par exemple. A priori, c'est des réserves de 4 mois, donc on a le temps de voir venir, hein. Je ne sais pas si, je pense pas que ce conflit dure dans cette limite-là. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, sur les cours pétroliers, on a quand même une volatilité qui est assez élevée. Alors, dans ce cas enfin, quels sont les impacts, nous, quand on voit à court terme, en tout cas, au-delà de cette volatilité sur les matières premières, en tout cas, ben, on peut aller vers
une baisse de la croissance, bien entendu, de façon générale, et puis peut-être un statu quo l'optique qui était de baisse des taux. Donc, dans un premier temps, Claude, peut-être je te une baisse. demande un tout petit Oui. instant. Il y a quelqu'un qui est au téléphone en même temps. Est-ce qu'on peut couper son micro? Ah oui, alors attends. À côté de Émilie, moi, ouais. peux-tu couper son micro ou il y a quelqu'un qui cause, ouais, qui perturbe un peu Non, mais ton c'est analyse? derrière Je moi, crois que c'est c'est à côté côté de Claude. moi. Ouais, je vais laisser attends, je vais donner la main, je vais prévenir autour de moi qu'on baisse un peu le Mets-lui son. un coup de massue Tex Ouais, Avery, là. je vais laisser la parole à Armand ou Anthony. Je suis désolé, hein, je suis sur un open space, c'est toujours un peu compliqué. Il y a pas de souci. Armand, Anthony, quelqu'un veut rebondir, Audrey? Pendant que Claude a peux, fui. ouais, je peux rebondir dans la continuité de ce qu'a dit Claude, juste pour remettre un peu les choses en perspective sur l'augmentation assez rapide des prix du baril qu'on a pu voir la semaine dernière. Juste sur le Brent, c'est la plus forte hausse hebdomadaire depuis la guerre du Golfe en 90. Et sur le WTI, donc le pétrole américain, c'est la plus forte hausse hebdomadaire depuis le début des relevés Bloomberg dans les années 80. Donc, ce qui montre en fait quand même l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz, même s'il n'est pas officiellement fermé, mais en fait l'Iran a dit quand même qu'il shooterait n'importe quel navire qui passerait par le détroit d'Ormuz. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que forcément, les Émirats arabes unis et le Koweït ont rejoint l'Irak dans la réduction de leur production pétrolière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ne pouvant plus passer le détroit d'Ormuz, les stocks ont tendance à s'accumuler. Et donc, du coup, pour éviter effectivement une augmentation trop forte des stocks, ils sont obligés de réduire leur production. Sachant quand même que sur le pétrole, le détroit d'Ormuz, c'est un cinquième, donc 20% des flux mondiaux de pétrole dans le monde. Il y a aussi la problématique du LNG, on en parle un peu moins, mais du gaz, puisque le détroit d'Ormuz, c'est quand même 40% de la production mondiale de gaz qui passe par le détroit d'Ormuz. Donc ça n'impacte pas seulement le pétrole, mais également le gaz. Donc ça a quand même des impacts assez massifs sur les coûts des matières premières. Donc, on a vu effectivement que les prix avaient beaucoup baissé depuis, on va dire, depuis la nuit de dimanche à lundi. Il y a deux raisons qui expliquent ça. Un, les pays du G7 se sont dit prêts, en fait, à, si besoin, à puiser dans leurs réserves stratégiques pour atténuer la flambée des prix. Et la deuxième raison, elle est apparue cette nuit, c'est Trump qui a dit que les objectifs de la guerre étaient atteints et qu'on était potentiellement proche d'une fin du conflit. Alors ça, c'est du Trump dans le texte, donc on ne sait jamais si c'est vrai ou faux. Donc il faut quand même prendre ces informations avec un peu de prudence. Mais la résultante de ça, on l'a bien vu d'ailleurs cette nuit, c'est que les marchés ont quand même fortement rebondi et les prix du baril ont un peu baissé puisqu'on est redescendu. Typiquement, si je prends le point haut pour le Brent, on était de mémoire à 118 dollars le baril. On est descendu à 90 dollars et pour le WTI, on est descendu à 86 dollars. Donc on reste quand même sur des niveaux qui sont assez élevés. Alors nous, chez Fility, on pense que sera en fait les prix des matières premières, l'augmentation des prix des matières premières aura un impact en fait assez significatif sur l'inflation et donc sur la croissance si ça durait dans le temps. On pense effectivement que ça aura un impact sur l'inflation et la croissance au bout de 3 à 4 mois. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a quand même les midterms qui vont arriver assez rapidement, même si ce n'est pas demain, c'est en novembre. Mais ce qui presse quand même Trump à avoir quand même un conflit de courte durée pour éviter de se prendre en fait une déconvenue lors des élections qui auront lieu au mois de novembre. Surtout que les prix du pétrole sont extrêmement importants aux États-Unis, puisque c'est un pays où effectivement la voiture est reine. On a quand même fait une étude, j'ai ressorti une étude qu'on avait faite chez Fidelity lors des bombardements américains de l'année dernière sur les installations nucléaires iraniennes. Et on avait calculé qu'avec un WTI, donc le prix, en fait, avec le pétrole américain à 100 dollars le baril, c'était 97 points de base d'inflation supplémentaire. Et avec un WTI à 125 dollars le baril, c'était 162 points de base d'inflation supplémentaire. Alors sur le long terme, effectivement sur une période de 2, 3, 4 mois. Donc pas effectivement sur une période de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Parce qu'on peut avoir alors même si effectivement ça crée des perturbations, on peut quand même avoir un retour à la normale si effectivement les choses étaient amenées à s'atténuer. Ça dit quoi? Ça dit effectivement que ça pèse un risque sur l'inflation, comme m'a dit Claude. Et donc du coup, si ça pèse un risque sur l'inflation, ça remet en fait en question les perspectives de baisse des taux
qu'on avait aux États-Unis, parce que pour rappel, les investisseurs, les observateurs de marché, anticipaient quand même 2 à 3 baisses de taux supplémentaires aux États-Unis en 2026. Donc ça, forcément, ça a un impact sur les marchés. Alors, comment est-ce qu'on se passe d'un point de vue régional? Forcément, il y a des pays qui sont plus impactés que d'autres. On a, comme Claude l'a fait remarquer, donc l'Asie est sans doute la zone la plus impactée. Pourquoi? Parce que typiquement, si on prend le cas de la Chine, mais c'est également le cas de l'Inde, la Chine, typiquement, sur les 3 millions de barils jour produits par l'Iran, 1,5 million de barils jour allaient à la Chine. Donc 50% de la production iranienne de pétrole allait à la Chine, ce qui représente quand même un tiers des importations de pétrole de la Chine. Et 15% des importations de pétrole venaient du Venezuela. Donc 15% de Venezuela, on voit que Trump a un peu modifié les choses de Venezuela. Un tiers de l'Iran. Donc on voit effectivement que la Chine se trouve en situation un peu compliquée par rapport au pétrole. Il faut mettre quand même, atténuer ce que je viens de dire parce qu'il y a 2 choses quand même à prendre en compte. La première chose, c'est que Trump a quand même autorisé la Chine et l'Inde à importer des barils russes, donc à lever certaines sanctions sur la Russie justement pour qu'il y ait un statu quo de la part à la fois de la Russie et de la Chine vis-à-vis de l'Iran. Et la deuxième chose, c'est que les stocks de pétrole en Chine sont extrêmement importants et donc sont un peu moins, la Chine est un peu moins exposée à court terme. Donc on en revient au fait que si effectivement le conflit dure sur la durée, ça pourra avoir un impact plus large sur la Chine et sur les pays asiatiques. L'Europe est également impactée, puisqu'une grosse partie du pétrole du détroit, en tout cas des pays arabes, arrive en Europe, mais c'est surtout au niveau du gaz que l'Europe est exposée. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 40% des exportations mondiales de gaz passent par le détroit d'Ormuz. Et en revanche, les États-Unis, eux, sont exportateurs nets de pétrole, donc sont moins directement exposés que les pays européens ou les pays asiatiques, mais ils sont exposés indirectement par la flambée des prix du WTI, donc du pétrole américain, en fait par un effet de bande. Mais les États-Unis pourraient mettre en œuvre des mesures typiquement pour atténuer la hausse sur le WTI. Après, d'un point de vue sectoriel, en fait, tous les secteurs vont être inexorablement impactés, même si on prend typiquement l'IA qui est très énergivore. Donc, tout ce qui est technologie pourrait être impacté effectivement si les prix des matières premières continuent d'augmenter sur la durée. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Armand, oui, non, tu as parlé beaucoup de l'Asie, mais il se trouve qu'on a invité aujourd'hui Marina. Et Marina, je crois que tu as éventuellement des choses à nous dire sur l'Asie, et notamment le Japon, dont on entend peu parler. Quelle est la position là-dessus de BNP? Ah, on a perdu Marina? J'ai l'impression qu'elle a des difficultés à se connecter. Ok. Anthony, est-ce que tu veux, avant que Yufeng ou moi-même rajoutions quelque chose, ou Oui, Claude s'il est revenu, est-ce que tu as ton volontiers. mot à dire, toi qui es quand même bien décorrélé un peu de tout ça, si je puis me permettre? Quelle est Oui, votre bien, vision? bien volontiers. Bon, déjà, première remarque, les marchés restent tout de même le temple de l'humilité, hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ces aspects global macro, marché financier, etc. Et ces marchés ont systématiquement la faculté de vous surprendre. Donc, si vous voulez bien, effectivement, pour un peu mettre ces événements en perspective de ce qui s'est passé sur les marchés, parce qu'encore une fois, les marchés ont réagi de façon inattendue. Vous savez, d'habitude, quand vous avez une crise comme cela, vous avez un phénomène qui s'appelle le vol vers la qualité. En anglais, on emploie le flight to quality. C'est que les investisseurs vendent. D'ailleurs, c'est un peu, ils tirent d'abord, ils réfléchissent après, ils vendent tous les actifs risqués et ils ont d'habitude le réflexe d'aller se réfugier sur des actifs refuges, comme leur nom l'indique, tels que le dollar américain, l'or ou les obligations américaines à très court terme. Or, on constate que dans ce mouvement, l'or a baissé, les obligations américaines ont baissé et le dollar est extrêmement peu monté. Donc, encore une fois, les marchés ont réagi de façon totalement inattendue. Alors nous, on essaye de replacer un peu cela par rapport à ces événements que il était quand même très compliqué d'anticiper, hein. Trump, effectivement, se comporte un peu comme une influenceuse, hein. Selon le tweet qu'il va vous donner, ça va vous donner un petit peu la tonalité de la journée.
Vous avez deux choses aujourd'hui qui sont observées par les marchés à la seconde. C'est Marine Radar, hein, c'est un site internet qui vous permet de voir un peu les passages de pétroliers ou pas dans le détroit d'Ormuz. Et puis un œil sur Truth Social, qui est le réseau social de Donald Trump, sur lequel il s'exprime en priorité. Donc c'est un petit peu monomaniaque comme comportement du marché. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est cet événement-là modifie-t-il les attentes, les perspectives que nous avions avant que ne se déclenche ce conflit. Or, effectivement, nous étions plutôt partis sur un scénario où la croissance américaine est en ralentissement. Or, si on a un prix du pétrole, et là, toutes les conjectures sont possibles, hein, mais si on a un prix du pétrole qui se maintient à ces niveaux-là, ça sera évidemment un handicap pour la croissance. Donc, ça valide plutôt notre thèse de travail d'origine, qui est une économie américaine qui ralentit. Ensuite, on peut également avoir une vue plus large, c'est qu'effectivement, tout se rapporte très souvent au pétrole. Le déclenchement du conflit en Ukraine avec les gazoducs enfin, se rapportaient à l'énergie, le Venezuela. Si on remonte quelques années auparavant, la non-reconduction d'accords entre les États-Unis et l'Arabie saoudite il y a 2 ans, on voit que ce schéma du pétrole, et notamment la devise dans laquelle il s'échange, le dollar américain, est de plus en plus contesté par la Russie, par la Chine, par l'Iran, par les Vénézuéliens. Et ça met en péril un modèle sur lequel les marchés financiers se sont construits. C'est que ça représentait un énorme privilège pour le dollar américain. C'est que le fait que les matières premières, les matières énergétiques en particulier, ne s'échangeaient qu'en dollars américains, faisait que ça créait une demande structurelle pour le dollar américain. Le monde entier avait besoin de venir acheter des dollars américains pour pouvoir ensuite acquérir des matières premières. Le fait que cette demande pour le dollar s'émousse met les États-Unis sous tension parce qu'ils avaient appris, ils s'étaient habitués à ce que le monde entier vienne acquérir leur devise, ce qui leur permettait de vivre totalement à crédit, avec des déficits publics colossaux, ainsi qu'une balance commerciale extrêmement déficitaire. C'était le privilège du dollar qui aujourd'hui est contesté. Et on voit, j'arrêterai là, on reprendra un petit peu par la suite, mais globalement, on voit que les États-Unis, hein, depuis une semaine que le conflit s'est ouvert, on a eu 50 justifications différentes qui se sont modifiées. Donc, c'est très compliqué de comprendre la stratégie des États-Unis. C'était le régime change. Ensuite, c'était l'accès au pétrole qu'il faut sécuriser. Donc, c'est à se demander s'il y a vraiment une stratégie, s'il n'y a pas un effet de surprise, et si ça ne sera pas terminé d'ici quelques jours, et finalement, ça n'aura été que un pic. Alors, effectivement, comme l'indiquait Claude, avec une dimension évidemment tragique d'un point de vue humain, mais d'un point de vue sur les marchés financiers, c'est vraiment un coup de chaud, un coup de semonce qui perturbe énormément les marchés à l'instant T, mais on est incapable de savoir si ça se prolongera dans le temps. Donc voilà, la clé, c'était de savoir quelle est l'état de départ de l'analyse et comment ce nouvel événement vient le modifier dans les faits. Donc, en gros, si je suis, et tout le monde peut intervenir bien sûr derrière moi, c'est avant tout, je dirais, une volatilité des marchés due à la volatilité de pétrolière, hein. On a vu hier, ou avant, oui, c'est ça, c'est hier, on a vu quasiment 40% d'écart, hein, entre les cours du baril de Brent, ce qui est juste impressionnant. Et j'irais même jusqu'à dire que finalement, Trump a parlé et Trump a écouté. Alors ça, je vais dire que les promesses, hein, on va sécuriser Hormuz, la guerre est bientôt arrêtée, ne servent que ceux qui veulent bien les croire, on est bien d'accord. Mais surtout derrière, je crois que ce qu'il y a sur les marchés, c'est un éventuel retour ou pas de l'inflation et donc, hein, sur les taux, de reprendre la baisse des taux qui est tant attendue par les marchés, notamment les marchés américains. Est-ce que tout le monde a cette analyse ou il y a des choses différenciantes, j'allais dire? Claude, si tu es Oui, revenu. ouais, je suis revenu, je suis désolé encore hein, pour ces bruits.
Pas de parasite. souci, ça. J'ai entendu un peu ce qu'a dit Armand, et Si puis ton chat monte sur le clavier, ce sera trop, par contre. Anthony. Non, nous, on est d'accord, effectivement, cette volatilité due à cette crise, entre guillemets, pétrolière. Alors, même si on constate quand même par rapport, j'ai pas pu vous le dire, mais par rapport, on a une étude de notre économiste en chef, là, qui montre que les pays occidentaux sont moins dépendants du pétrole. Encore une fois, il y a cette volatilité, on voit le cours du pétrole augmenter, mais la dépendance n'est pas celle qu'on pouvait avoir lors des précédentes crises pétrolières. Donc, il y a une vraie différence entre l'avant et puis ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, il y a cette volatilité, voilà, effectivement, qui inquiète, mais je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. La seule chose concernant les taux, donc les baisses des taux qu'on pouvait attendre, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera un statu quo. Donc, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, tout dépend de la durée de ce conflit, bien entendu. Nous, de façon générale, on garde nos prévisions macroéconomiques, hein, même si on fait effectivement il y a cette hausse temporaire du pétrole. On reste toujours sur ce qu'on avait dit déjà les mois précédents. Ben, on se rend compte que l'or s'affirme de nouveau comme un facteur de diversification structurelle, hein, et plus généralement, même les matières premières et les devises qui sont liées aux matières premières, hein, qui vont être privilégiées. Bien entendu, il y a des pays aussi exportateurs de pétrole qui ne sont pas concernés jusque-là par ce conflit, qui peuvent en tirer leur épingle du jeu. Donc ça reste, encore une fois, des prévisions qu'on garde, nous, celles qu'on avait envisagées, mais voilà, qui repoussent un peu l'échéance. Et bah, d'autant plus on se rend compte que dans ce monde où c'est devenu compliqué, la diversification reste avant tout de mise. Et donc, voilà, de toute façon, pour agir, on le sait très bien, hein, on n'agit pas dans la panique, donc on ne sort pas, là, il est trop tard, hein, de toute façon, sur cette volatilité des marchés financiers. Nous, on reste un peu sur nos positions. Même si, allez, si on met nos lunettes roses, cette envolée du prix du pétrole devrait peut-être se calmer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, on reste, mais on reste prudent, bien entendu, du côté de, de tout ce qui est aux États-Unis, parce que bah, ça n'enlève pas ce qu'on avait envisagé, nous, en début d'année, c'est-à-dire une situation qui n'est pas non plus la plus florissante. Donc, attention quand même sur ces différents actifs. Donc, question qui s'adresse aussi un petit peu à tout le monde. J'allais dire comme d'habitude ou presque, ne sachant pas où ça va, c'est raison gardée. Mais on a quand même des rotations sectorielles, hein, qui commencent à poindre dans vos différents fonds. Est-ce que vous pourriez nous en parler 1 ou 2 minutes chacun? Parce que dans un fonds, il se passe toujours quelque chose, hein. C'est dynamique. Comme j'ai dit, la première des gestions sous mandat, elle est dans l'unité de compte ou dans le fonds, hein, qu'on a Bien choisi. sûr. Ça bouge en permanence. Est-ce que vous avez déjà entamé, j'imagine, des rotations sectorielles, géographiques? Euh, Alors, Alors, vas-y, vas-y. oui, pardon, puisque j'avais la parole, je finirai, puis je laisserai là. Nous, on avait déjà, c'est ce qu'on avait dit un peu sur l'autonomie stratégique, hein, puisqu'on avait un fonds sur l'autonomie stratégique européenne, qui est d'autant plus d'actualité, et bien entendu, ou sur la poche défense, ben, on a une part plus importante aujourd'hui, hein, ça paraît évident. Donc, ce secteur de la défense, qui est une thématique, encore une fois, donc en satellite dans un portefeuille, qui est d'autant plus vrai aujourd'hui avec tous les conflits qui ont pu se passer, et qui restera une tendance de fond. Donc, effectivement, sur ce créneau-là, nous, on renforce des positions comme ça, et il nous semble intéressant dans les portefeuilles d'avoir ce secteur via des fonds peut-être plus généraux, encore une fois, comme l'autonomie stratégique, qui n'inclut pas que la défense. La défense, pour un fonds 100% défense, effectivement, ça a du sens à court terme, mais ce sera beaucoup plus volatile, et peut-être il faut essayer, comme je l'ai dit juste avant, diversifier, d'avoir une approche un peu plus globale sur l'autonomie stratégique, qu'elle soit alimentaire, sur les médicaments, sur la défense, bien entendu, sur les puces informatiques, etc. Donc c'est une façon un peu plus générale dans laquelle il y a un biais défense. Alors, Je laisse la Armand, parole. si tu permets, avant de parler, justement sur ce marché américain, et c'est bien que tu t'exprimes derrière, on voit que finalement,
on est passé positif hier soir à Wall Street, mais on retrouve quoi? On retrouve l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et puis des achats défensifs ou à bon compte. Ce qui C'est avait ce que tu beaucoup confirmes? baissé, ce qui avait beaucoup baissé depuis quelques mois, ce qui avait moins marché en tout cas La depuis quelques santé, mois notamment. comparativement à la value américaine. Ce qui en fait montre aussi peut-être un retour, peut-être un flight to quality vers des valeurs en fait un peu plus de qualité, un peu plus croissance, etc. Un mouvement qu'on n'avait pas vu quand même depuis quelques mois. Parce que pour rappel, la value surperforme la croissance sur le dernier trimestre 2025 et sur le début de l'année, c'est également le cas aux États-Unis du fait de la baisse des taux. Donc voilà, alors je pense qu'il ne faut pas réagir dans la précipitation parce qu'en fait, comme l'a rappelé Claude, comme l'a rappelé Anthony, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour l'instant, on ne sait pas déjà combien de temps va durer le conflit. Et en fonction de la durée du conflit, ça peut avoir un impact ou pas à long terme sur différents secteurs et sur l'économie au sens large. Si le conflit effectivement dure 4 semaines, comme ça a été dit par Trump au départ, oui, effectivement, ça va créer quelques problématiques on va dire à court terme, parce qu'il va falloir quand même que les choses se remettent on va dire en ordre de marche, mais l'impact sera quand même non significatif. Par contre, si effectivement le conflit dure 3, 4 mois, là, effectivement, la hausse des prix des matières premières vont s'installer sur la durée. Et là, effectivement, il faudra bouger de manière assez large les portefeuilles pour anticiper effectivement ce repricing sur les matières premières. Mais agir dans l'urgence, ne sachant pas dans quelle direction va aller le conflit et donc la croissance économique, serait pas forcément le meilleur, la meilleure décision. En tous états de cause, pour l'instant, on reste positionné comme on l'était. C'est vrai que dans l'environnement actuel, les valeurs de qualité avec un faible endettement, des flux de trésorerie quand même qui sont assez importants et peut-être moins sujets au coût de l'énergie, sont peut-être des valeurs effectivement à privilégier à court terme. Mais effectivement, attention au fait que si effectivement le conflit se résorbe assez rapidement, on peut avoir effectivement des mouvements en fait sur les marchés assez violents. Alors, ta question, Jean-Marc, c'était un petit peu ce que les équipes ont pu faire depuis une semaine. Nous, notre lecture, depuis le début d'année, c'était de dire on a des marchés qui sont très complaisants. On avait des niveaux de volatilité extrêmement faibles. On avait des niveaux de taux d'intérêt sur le crédit, par exemple, extrêmement bas, donc très peu de primes de risque. Donc, un marché qui était très complaisant, ce qui est pour nous inquiétant. C'est-à-dire que c'est quand le marché est le moins préparé qu'il se fait évidemment le plus surprendre. Par conséquent, on est rentré dans cette séquence en étant sous-engagé en termes de risque que l'on est autorisé à déployer dans les portefeuilles. Par conséquent, on avait cette volonté de se dire, à un moment donné, le marché peut se faire attraper, les conditions deviennent de plus en plus propices à un tel épisode, on ne sait pas d'où ça viendra. Par conséquent, il faut garder un peu de poudre sèche pour pouvoir recharger le cas échéant. Donc, pour même vous donner un petit peu les coulisses, on avait même rédigé une note à l'intention de nos investisseurs et qui a totalement été percutée par les événements du week-end. Donc, on n'a même pas eu le temps de la publier, mais c'était vraiment ça l'idée. Par conséquent, quand au bout d'un moment, vous avez vraiment ce marché qui surréagit, lorsque tout ce qui pouvait être coupé a été coupé, bon, bah, quand il n'y a plus de vendeurs, les actifs arrêtent de baisser et mécaniquement, ils remontent. C'est un petit peu leur nature. Donc, c'est extrêmement compliqué, évidemment, de timer cela. Mais vous commencez à voir que le gros du mouvement est passé. Et vous, comme vous avez gardé un petit peu de position à redéployer, bah, c'est dans ces moments-là que petit à petit, tactiquement, hein, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de doubler la mise, hein, ce n'est pas du tout l'idée. Mais lorsque vous avez pu entrer dans une phase en étant sous-engagé en risque pour pouvoir en redéployer sur des niveaux tactiquement plus intéressants, bah, c'est ce que l'équipe a commencé à mettre en place depuis hier. Voilà pour les mouvements. Mais fondamentalement, sur les vues, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de changement stratégique dans les allocations. C'est uniquement des mouvements tactiques qui sont opérés. Merci Anthony. Marina, es-tu revenue? Il semblerait qu'on Marina a continue d'avoir un problème. quelques difficultés pour se connecter. On est en train de voir avec Magali. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est mon ami Yufeng qui nous regarde avec attention et sagement. Est-ce que ton IA ou toi-même avec quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort justement des analyses de tout ça sur Evansbird à travers les fonds, les classes d'actifs, les secteurs géographiques?
J'ai toujours adoré ton Merci introduction, Jean-Marc. Monia et moi, et mon double magnifique. Euh, Et ton double magnifique, tout à fait. Moi, je vais être un peu court, hein, et essayer d'être un peu complémentaire avec tout le monde, tout en fournissant un angle de vue un peu différent. Alors d'abord, c'est plutôt ma vision sur l'impact sur la Chine. Je pense que c'est vraiment à relativiser, comme Armand tout à l'heure a mentionné, que la Chine, aujourd'hui, on en parle peu, mais la Chine a une réserve stratégique constituée depuis 2005 assez costaud, dont la quantité, on a un peu de mal à estimer. Aujourd'hui, dans la presse, en tout cas locale là-bas, on l'entend par autour de 100 jours. Moi, je pense qu'il y en a plus, hein, tout simplement parce que grâce à la fourniture par la Russie du pétrole ou du gaz, hein. Donc, il faut quand même dire que pourquoi la Chine est très dépendante, non, un partenariat très fort avec l'Iran et avec Venezuela. Il faut remonter un peu plus loin. C'est-à-dire pourquoi? Bah, tout d'abord parce que la Chine ne voulait pas être hyper dépendant du marché des matières premières internationales. Et ensuite, surtout, pas trop proche de la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, par la force, sans Venezuela, sans l'Iran, bah, la Chine va être obligée de retourner vers son seul fournisseur, pas seul fournisseur, parce qu'elle peut toujours tourner vers le marché international, mais c'est le seul fournisseur qui est capable de lui fournir un prix de la matière première en dessous du prix du marché. Donc voilà. Donc par ça, cette guerre va renforcer encore davantage la relation, on va dire le partenariat, déjà, on sait déjà, entre la Sino-Russe, hein. Et bah, la Chine elle va être obligée de se fournir davantage par la Russie. D'ailleurs, on voit pendant le week-end, il suffit que le Trump annonce qu'il y aura moins de sanctions sur le pétrole venant de la Russie pour que le prix de la matière première baisse. Bon, je pense que la Chine n'a pas attendu l'annonce de Trump pour le faire. Après, je pense que l'impact pour la Chine, c'est Marina, drôle, on mais moi, t'entend. j'ai plutôt une vision un peu positive parce que, en fait, le problème de la Chine, elle a une autre bataille. La Chine, elle est dans la lutte contre la déflation depuis un moment. Contrairement au monde occidental qui a peur de l'inflation, bah, la Chine, elle est en lutte contre la déflation. Donc, on va dire cet événement, si ça dure, hein, si on parle de l'inflation importée, pourrait plutôt être quelque part bénéfique pour elle, parce qu'elle a beaucoup de mal aujourd'hui à faire remonter l'inflation. Et ben, en fait, un peu comme le Japon, bah, sur un malentendu, avec ce qui s'est passé en Ukraine, le Japon a réussi à importer un peu de l'inflation, ce qui a réussi à emmener quelque part son mécanisme inflationniste qui lui a manqué pendant plus de 30 ans. Donc ça, c'est plutôt côté l'impact sur la Chine. Après, je pense aujourd'hui sur l'Europe, on minimise un peu l'impact, hein, parce que première chose sur le prix de la matière première, contrairement à la Chine, contrairement qui se fournit auprès de la Russie en dessous du prix de marché, et contrairement comment dire, aux États-Unis qui pour réajuster sa propre production, l'Europe est totalement dépendante des autres et doit acheter la matière première, se fournir uniquement sur le marché international. Donc l'Europe est très dépendante de cette guerre. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on en parle peu, c'est que bah, c'est des guerres, si ça dure, on va forcément encore revivre le vague migratoire dont le contrôle va nous échapper. Voilà. Et ça, n'oublions pas que bah, ça va provoquer forcément de l'instabilité politique, hein, notamment en France, qui va venir dans un an. Et ça, voilà, à moyen terme, cette guerre va avoir plus d'impact pour moi, un peu plus négatif sur l'Europe que sur la Chine. Après, sur le côté de l'inflation, moi, je pense que pour que le prix du pétrole, je pense que tout le monde a déjà mentionné, hein, pour que le prix du pétrole ait un impact sur l'inflation, il faut déjà que ça dure. Et puis, par rapport aux autres fois, il faut quand même euh, prendre un exemple plus proche. Regardons ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Bah, le pétrole a monté à 150 dollars. Ça n'a pas tenu 3 mois. Pourtant, la guerre a duré plus de 3 ans. Voilà. Donc déjà, et puis ce qui est très différent par rapport à la guerre en Ukraine où on a vu une inflation assez importante, bah, là, on n'a que le prix du pétrole qui monte pour le moment. Voilà. Il n'y a pas de prix de matières premières, les autres, les agricoles qui montent. C'est la première chose. Il n'y a pas la fermeture de Chine, comme ce qui s'est passé en 2023-2022. Donc, on n'a pas de choc d'offres. Donc, il faut quand même un choc d'offres, une hausse homogène de toutes les matières premières, pas que le pétrole, pour que l'inflation reparte de manière, on va dire, durable.
Donc voilà. Donc, et puis on l'a regardé, si on regarde un peu les statistiques, on parle de l'IA, de data, bah, on regarde un peu les deux guerres en Golfe, hein, de 93 et 2003, bah, l'impact sur l'inflation de manière, il n'y a même pas eu d'impact à moyen long terme. Court terme, il y a comme pareil. Actuellement, on a eu un petit choc sur le prix des matières premières. Et d'ailleurs, on voit hein, que c'est que de l'effet de marché, de la panique, hein, parce que Antonia a bien souligné tout à l'heure, pour que, bah, en fait, qu'on constate vraiment, parce que la devise de dollar, c'est quand même la devise de transaction du pétrole. Donc, s'il y a vraiment une panique sur le côté de demande, on l'achète, bah, c'est-à-dire les gens se regroupent pour acheter de la matière première du pétrole, on aura constaté une forte hausse du dollar, accompagnée de la hausse du pétrole. Vu que le dollar n'a pas trop baissé, on voit bien que c'est quand même un petit phénomène, je dirais, éphémère sur la panique du marché. Voilà, ça c'est plutôt un peu, entre guillemets, ma vision et dictée par mon IA, évidemment. Dans Jiminy Cricket. Ok, donc je pense que nous n'aurons pas Marina aujourd'hui, mais peut-être que Pierre-Yves et le Elle est là. Bitcoin. Eh Ah, ben, Ina, elle est Marina est là. revenue. Elle est revenue. Marina, bonjour. Marina, oui, tu Bonjour, m'écoutes. excusez-moi. Alors, je ne sais pas si tu as suivi tout ça, si tu n'as pas pu autre, mais en gros, tu es là pour le Japon. Tout ce qui se Voilà. passe actuellement, mets-nous ça en parallèle avec le Japon et explique-nous une belle histoire. Bon, non. Déjà, en fait, je vais vous dire, avant de rentrer dans le vif de l'actualité, enfin, déjà quelques mots sur des informations générales sur le Japon. Donc, c'est la quatrième puissance mondiale. C'est une zone stratégique, géographiquement notamment, parce que elle est donc c'est un pays allié des États-Unis qui est situé juste à côté de la Chine, juste à côté de la Russie. Et c'est un pays qui aujourd'hui traverse des changements structurels très importants. Donc ces 30 dernières années, globalement, le Japon était en déflation. Et depuis 2024, l'inflation est de retour. Donc c'est un changement de cap extrêmement important. Et donc du coup, ça force la Banque du Japon à relever ses taux. Donc ce retour de l'inflation au Japon, c'est surtout, enfin voilà, il est surtout, il s'explique surtout par l'augmentation du prix du pétrole, du gaz, du charbon. Donc c'est une inflation importée, mais il y a aussi en fait des mouvements structurels importants parce que le Japon est a une population en fait vieillissante, qui est quand même aussi l'une des caractéristiques des pays occidentaux, mais c'est très marqué au Japon, et donc ça occasionne des pénuries de main-d'œuvre et donc une pression inflationniste sur les salaires. Donc on sait qu'on a quand même des pressions inflationnistes assez importantes sur sur ce pays. Et puis, en fait, on parle aussi beaucoup du Japon ces derniers temps, enfin, depuis l'élection de la première ministre Sanae Takeishi, qui a été donc élue en octobre 2024. C'est la première fois qu'on a une femme première ministre au Japon. Donc, elle est présidente du Parti libéral démocrate. Et donc elle a une politique pro-croissance, pardon. Elle a un positionnement quand même très conservateur, avec des priorités qui sont très clairement le soutien à l'économie et à la défense. Alors pour la situer encore enfin voilà, plus simplement sur l'échiquier politique, elle se dit être une admiratrice de Margaret Thatcher. Voilà, comme ça vous donne la couleur. Euh, Elle veut donc, dans ses préoccupations, dans ses objectifs, c'est lutter contre la hausse des prix, et qui est la première préoccupation des Japonais. Pas que des Japonais, mais en tout cas, c'est une préoccupation aussi forte au Japon.
Et donc, elle souhaite augmenter le budget de la défense et mener vraiment une diplomatie axée sur le rapprochement avec les États-Unis. D'ailleurs, elle entretient de très bonnes relations avec Donald Trump. Et, euh, et voilà, donc c'est un axe voilà très très fort avec les États-Unis. Donc, elle a été élue en octobre 2024. Elle n'avait pas de majorité et donc du coup, elle a pris le pari de demander des élections par anticipation et des élections qu'elle a gagnées haut la main. Voilà, elle a 316 sièges pardon, sur 465, ce qui lui permet aujourd'hui, donc depuis mi-février, de pouvoir mener la politique qu'elle souhaite. Donc, c'est une politique pro-croissance, comme je vous le disais. Elle a plusieurs leviers à sa disposition. Donc, il y a l'allègement fiscal qui pèse sur les ménages. Et donc ça va permettre de dynamiser la consommation intérieure. Et puis, elle a annoncé un plan de relance de 130 milliards. Donc, c'est vraiment effectivement des mesures assez conséquentes. Et puis, toute une série de mesures favorables aux entreprises. Et donc, tout ça donne un environnement qui est très positif sur les actions japonaises. Donc, de par cette transition avec le retour de l'inflation et puis, cette politique très volontariste de cette nouvelle première ministre fait que voilà, l'environnement pour les actions est très positif. Alors, effectivement, l'impact sur ce qui se passe en Iran aujourd'hui est assez significatif. Donc là, j'ai regardé le Nikkei, qui est le principal indice boursier au Japon. Donc, hier, rien que dans la journée d'hier, il a perdu 5,2%. Et aujourd'hui, parce que les marchés sont clos déjà au Japon, il a repris 2,88. Donc oui, il y a de la volatilité. Ça, c'est clair. Après, la grande question, c'est combien de temps. Alors, je pense que mes collègues des autres sociétés de gestion en ont parlé beaucoup, mais la grande question, c'est combien de temps va durer ce conflit, sachant qu'effectivement, Donald Trump n'a pas intérêt à ce qu'il s'éternise et que les prix du pétrole explosent. Et donc, dans des périodes de forte volatilité, enfin voilà, on peut aussi dire que ce sont des périodes d'opportunité où on peut profiter parfois de certains coups à la baisse de marché pour pouvoir rentrer. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je sais pas combien de temps Là, vous m'entendez? Très bien, Marina. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions dans la foule qui nous regarde et vous Il y avait des manifestez, questions dans le évidemment. chat, Jean-Marc. Bah, je t'écoute, Claude. Non, je disais, il y avait des Que questions dit dans le le chat, chat? mais qui n'ont rien à voir avec le Japon. C'était sur les critères ESG sur la défense. Alors, j'ai essayé d'y répondre en live là. Bah, les critères ESG, effectivement, se sont un peu assouplis. Vous savez, avant, on parlait d'armement, et l'armement, c'est pas bien, donc c'est pas ESG. En revanche, la défense, c'est pour se défendre, donc c'est des critères ESG qui se sont assouplis. Et effectivement, je dirais que depuis 2025, donc avec je dirais, cette obligation, entre guillemets, de réarmer l'Europe notamment, bah, ce sont des critères qui se sont quand même assouplis. Alors, bien entendu, il y a des secteurs d'activité dans la défense qui ne sont pas ESG, hein, tout ce qui est bombes à sous-munitions, nucléaires, etc. Mais d'une façon globale, on peut voir que ben, ces critères ESG ou article 8, article 9, peut-être pas au Luxembourg, permettent aujourd'hui aux sociétés de gestion d'intégrer des parts de valeur défense tout en gardant leurs critères ESG. Je ne sais pas si mes camarades ont quelque chose Je à dire peux, sur ce sujet. ouais, je peux apporter une petite précision. C'est vrai que par construction, les valeurs ISR sont en général tournées vers des nouveaux modèles économiques de transition, d'invention, de développement, etc. Donc tout de suite, on est effectivement porté sur des valeurs de croissance qui cherchent à développer un marché, développer un nouveau service, etc. Par conséquent, si on est sur des valeurs de croissance, ce sont plutôt des secteurs et des types de valeurs qui profitent d'un univers où les taux diminuent. À partir du moment où les taux remontent,
ça devient plus compliqué pour ce type de valeur. Et on a vu qu'en 2022, année où on avait effectivement, ça a été mentionné, on avait eu le retour de l'inflation suite au conflit en Ukraine. Les banques centrales avaient massivement monté les taux d'intérêt. Ça avait beaucoup pénalisé ce type de valeur. Donc en fait, il y a un espèce de tropisme. Valeur ISR plus ou moins égale valeur de croissance, donc très dépendant de la dynamique que l'on a sur les taux d'intérêt. À mesure que vous avez des taux d'intérêt qui diminuent, parce que typiquement l'inflation recule, c'est plutôt à ce moment-là porteur pour des valeurs value. Merci Anthony pour cette conclusion, j'allais dire, sur l'ESG qui n'était pas forcément notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est bien de répondre aux questions. Yufeng, ne serait-il pas temps de lancer The Japan Touch, comme disent les jeunes aujourd'hui? Avec plaisir, Jean-Marc. Oui, donc aujourd'hui, justement, avec l'intervention de Marina, vous avez dû deviner que le fonds dont on va parler aujourd'hui, c'est un fonds de BNP sur le Japon. On t'entend pas bien, Yufeng. Vous Ouais. m'entendez pas? Pas bien, ouais. C'est un peu faible. Alors, je vais essayer de... Là, vous m'entendez bien? Oh, Yufeng, mais Parfait. C'est il y a un assez ténor, drôle. là. Je vous entends en haut-parleur, mais il faut que je parle avec un casque. C'est quand même bizarre. Euh, alors, je vais partager mon écran pour vous montrer un peu le fameux fonds BNP. Alors, le fonds, vous voyez mon écran? Oui. Oui. Alors, le fameux fonds sur le Japon dont on va parler, c'est le fonds BNP Small Cap. La part hedgée, donc pas de risque de devise, uniquement sur la performance financière du fonds. Et on voit que sur 5 dernières années, le fonds, sur 3 dernières années déjà, le fonds est noté 5 étoiles chez nous. Et sur 5 ans, on a une surperformance assez conséquente par rapport aux pairs de Action Japon Petit Moyen Capi. Et donc, ça veut dire quoi? C'est autour de 140% de performance avec une perte maximum légèrement plus faible et une volatilité similaire. Donc, et on voit dans cette part de fonds, je disais tout à l'heure, le fonds lui-même est libellé en yens. Justement, tout à l'heure, Marina va nous expliquer pourquoi. Et par contre, la part, elle, est libellée en euros et dont le risque de change est totalement couvert. Est-ce que Marina, vous pouvez nous aider un peu à comprendre la philosophie d'investissement de ce fonds et ce qui lui a permis de surperformer autant la moyenne de pair? En fait, voilà, le secret de ce fonds, c'est que il est basé par une équipe de gestion qui est basée à Tokyo. Donc la gestion est déléguée à une société de gestion japonaise qui s'appelle Sumitomo Mitsui DS Asset Management. C'est un des leaders de la gestion d'actifs au Japon. Et en fait, on collabore depuis plusieurs décennies avec eux. Et d'ailleurs, ce fonds a été lancé le 30 septembre 96. Ça veut dire que là, cette année, il va fêter ses 30 ans. Donc c'est une collaboration qui fonctionne très très bien. Et on a, nous, comme politique, donc on a, nous, des équipes de gestion en Asie, notamment en Chine, en Inde aussi. Et en fait, quand on n'a pas l'expertise, on passe par des professionnels, surtout pour les petites capitalisations. En fait, enfin voilà, c'est un travail de fourmi, enfin un travail d'analyse qui est constant. Et donc, on préfère passer par des gens qui sont déjà, enfin, qui sont sur place et puis effectivement qui ont accès à toute l'information et pour lesquels il n'y a absolument aucune barrière de la langue. Donc la philosophie donc de l'équipe de gestion sur enfin ce sont des petites capitalisations donc c'est une philosophie qui est beaucoup utilisée dans les fonds de petites capitalisations. Donc en fait c'est une approche qu'on appelle GARP. C'est une approche qui est assez communément utilisée pour les petites capis, c'est-à-dire que c'est growth at a reasonable price. C'est-à-dire que l'équipe de gestion sélectionne des sociétés qui lui semblent sous-évaluées
avec un fort potentiel de croissance. Et comment elle arrive à faire ça? Comment elle arrive à savoir si les sociétés sont sous-évaluées? C'est ce que je disais, en fait, c'est un travail de fourmi. C'est que depuis plus de 30 ans, l'équipe de gestion, donc le gérant, il a voilà, 30 ans d'expérience, quoi. L'équipe de gestion, chaque trimestre, analyse les résultats des sociétés, rencontre régulièrement les dirigeants. Donc, ils font à peu près 900 rencontres d'entreprises par an. Et en fait, c'est ça qui fait la valeur ajoutée. Donc, globalement, pour la construction du portefeuille, euh, on est donc l'environnement d'investissement est pris. Donc, l'équipe de gestion en fait ne garde que les capitalisations qui sont inférieures à 3 milliards d'euros à peu près. Et donc là, on a un environnement de 3500 titres. Donc c'est très vaste, c'est très diversifié. L'économie japonaise est extrêmement dynamique là-dessus, c'est un point très fort. Et donc un vaste univers d'investissement. Et donc ils appliquent des filtres quantitatifs sur la liquidité, sur sur la croissance des profits, des bénéfices. Et en fait, ils arrivent enfin, ils ne gardent que 300 titres. Et à partir de ces 300 titres, ils vont construire le portefeuille. Donc là, on est vraiment sur du pur stock picking. Et chaque société va être analysée. Et en fait, c'est fait enfin voilà, depuis plusieurs décennies. Donc, il y a une connaissance très fine du tissu économique. C'est vraiment la raison principale des excellentes performances du fonds, hein. Voilà, c'est vraiment l'équipe de gestion et son savoir-faire. Merci beaucoup, Marina. Effectivement, comme peut constater, hein, sur 5 ans, il y a une surperformance de autour de 40% par rapport à la moyenne de pair. Et ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que ce fonds, non seulement il est très bien noté, surperformant par rapport à ses pairs, ben, il est également disponible dans plus de 200 contrats enveloppe fiscale en France. Hein, donc, ce soit des PER, PEA, assurance vie. Voilà. Donc, bah, tout à l'heure, je vérifiais rapidement, mais dans la gamme de Cardiff, dans la gamme de Generali, vous pouvez trouver facilement ce fonds-là. Bon, je laisse nos partenaires d'étudier la fiche des fonds directement sur notre outil. Après, maintenant, j'aimerais bien justement aller challenger un peu ce que dit Marina sur le concept de ce fonds-là, c'est-à-dire le gap. Est-ce que c'est vraiment, il y a une sensibilité par rapport à le facteur value comment dire, du Action Japon? On va analyser ensemble. Déjà, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que je peux comparer le fonds par rapport à ses moyennes par rapport au tracker, parce qu'on a comparé à la moyenne de paires de fonds actifs, hein, mais c'est intéressant aussi de le comparer avec un tracker. Là. C'est que là, je regardais quoi depuis le début de l'année. Le fonds en vert, c'est le BNP. On voit le MSCI Japon en violet. Et l'action Japon, c'est la moyenne de paires en bleu. Tout est évidemment comparé en devise hedgée, hein, de couvert. Hein. Donc, on voit bien que le fonds, même à court terme, dans une période un peu turbulente, ben, surperforme par la moyenne de paires et par rapport au tracker. Et ce qu'on peut analyser un peu plus, hein, c'est que on va regarder un peu ses sensibilités. Voilà. Là, on va justement regarder sur 3 dernières années la sensibilité du fonds par rapport le value, par rapport à la croissance, par rapport au grand capi. Voilà. Si je veux bien descendre, on voit que, bah, en fait, je n'ai pas mes lunettes, je vais remettre mes lunettes. Bah, on voit que, en fait, le fonds est très décorrélé, entre guillemets, hein, relativement par rapport au tracker, hein, qui lui-même est plutôt corrélé par rapport le grand capi. Voilà. Et le fonds lui-même, il est corrélé par rapport au petit capi, donc on a déjà une diversification de style. Ensuite, ce qu'on voit, c'est bah, le deuxième facteur auquel le fonds est corrélé et justement le value, le fonds action. Donc voilà, c'est ça c'est pour ça qu'on a voulu proposer ce fonds pour profiter de la performance
du marché action Japon parce qu'en fait, d'un point de vue diversification par style et par facteur, il propose vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut trouver sur des trackers Japon MSCI qui sont très souvent indexés à la fois sur le grand capi et à la fois sur la croissance. Voilà. Maintenant, justement, si on le rajoute ce fonds dans notre portefeuille classique de webinaire qu'on construit chaque fois pour la pédagogie, on va voir quel est son impact là-dessus. On va tout simplement le diversifier. Alors, évidemment, là, je vais le rajouter. Ajouter ce fonds via le moteur de recherche. On va diminuer 5% comme chaque fois sur la position sur MSCI World au profit de ce fonds. Et on le compare par rapport avant et après sur la dernière année peut-être, sur la tendance. Donc en violet, le nouveau portefeuille avec fonds Action Japon, 5% de plus. Euh, et le vert, c'est notre portefeuille webinaire qu'on construit chaque fois au fur et à mesure de notre webinaire. Ben, on voit qu'avec à peine 5% de différence, on a quand même une différence sur le 12 derniers mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre vision est plutôt bullish, c'est-à-dire haussier sur l'évolution du marché action japonaise, ben, le fonds, c'est clairement pour apporter quelque chose dans votre diversification en termes de performance. Et ce qu'on peut aussi vérifier en termes de profit de risque, notamment si on peut regarder sur Ratio Sharpe. Et là, également, on pourrait avoir une amélioration de ratio Sharpe de profit de risque. C'est-à-dire, globalement, sur le 12 derniers mois, le marché action Japon, à part ce qui se passe là, si on considère c'est anecdotique, offre un meilleur profit de risque euh, par rapport à une meilleure performance par rapport au profit de risque. Et si on regarde en termes de, justement, le risque extrême, on a quasiment le même niveau de risque extrême sans changer. Voilà. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est on va rajouter toujours la même chose par rapport à un portefeuille classique composé de trackers. À chaque fois, on compare ça pour voir avant et après, qui est composé à la fois des MSCI World et Global, Global Sovereign Aggregate. Voilà, le bleu, c'est le portefeuille qui sera composé de deux trackers classiques, MSCI World et Global Aggregate. On voit bien que ce soit avant le Japon ou après le Japon, le portefeuille webinaire surperforme sur ces 12 derniers mois. Et en revanche, évidemment, comme c'est un portefeuille qui a plutôt performé sur ces 12 derniers mois, par rapport au récent événement, bah, il a un peu plus de volatilité. Mais justement, encore une fois, si on considère l'événement est exceptionnel, il y aura un retour à la normalisation. Bah, on regarde un peu en termes de sur la 12 derniers mois, la volatilité. Au contraire, la volatilité de deux portefeuilles sont inférieurs au portefeuille de tracker. Voilà, ces petites introductions du fonds Japon et son effet dans un portefeuille qu'on peut diversifier au fur et à mesure lors de ces webinaires. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors, moi, je peux peut-être ajouter un point. En fait, on voit. Alors, c'est vrai que depuis 2024, on voit des flux, enfin, les flux revenir hein, sur les actions japonaises, alors qu'auparavant, on avait des flux négatifs. Donc, les investisseurs reviennent sur les actions japonaises. Et en fait, chez nous, dans nos investisseurs, en fait, on a un certain nombre qui cherchent à diversifier leur poche d'actions des pays développés, notamment peut-être de réduire les actions américaines. Et en fait, c'est un arbitrage qui se fait beaucoup. En fait, ça apporte de la diversification, de la décorrélation. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a des flux aussi importants. Surtout que, alors, grâce à la politique, bien sûr, de la nouvelle première ministre, mais aussi, en fait, l'année dernière, en 2024, les gérants ont positionné, enfin, ont augmenté la poche des sociétés tournées vers le marché domestique. Et ce qui a permis en fait au fond de maintenir une bonne performance malgré la politique des droits de douane américains. Et donc aujourd'hui, voilà, on a, alors, mis à part effectivement les soubresauts de ces derniers 10 jours, on a une performance qui est plutôt intéressante et qui est poussée vraiment par ces sociétés tournées vers le marché domestique et aussi quand même pas mal de valeurs tech sur l'IA générative. Voilà ce que je voulais rajouter. Anthony, Armand, Claude, avez-vous des choses à dire sur le Japon? De votre Je côté, bien sûr, ou vos positions. Alors, une petite qui ira dans le sens de Marina. Euh, à noter que tout cela, on l'a dit en introduction, s'inscrit dans une toile de fond où l'inflation revient au Japon. Donc, premier point, ça veut dire qu'on a des zones en Europe, aux États-Unis, où tout le monde attend des baisses de taux, alors qu'au Japon, on va plutôt attendre des hausses de taux. Donc, on voit vraiment qu'il y a un échiquier qui est vraiment diamétralement opposé. Par conséquent, si on a des hausses de taux au Japon, donc une devise qui devient plus rémunératrice qu'elle ne l'était par le passé, on peut s'attendre à ce que le yen s'apprécie. Or, si le yen s'apprécie, ça sera défavorable aux grandes sociétés japonaises exportatrices, alors que les sociétés qui opèrent en local, finalement, elles commercent en yen en ayant des coûts de production en yen, donc elles sont assez insensibles au taux de change du yen. Donc, il vaut mieux effectivement aller, si on a en perspective une appréciation du yen, il vaut mieux aller s'investir sur des petites sociétés locales plutôt que sur des grandes exportatrices japonaises. Voilà, pour faire une petite passe à Marina. Merci, Ouais. Anthony. Et Pour pour, continuer dans ton propos, Anthony, investir en couvert pour prendre justement l'appréciation de la devise. Oui, oui, mais je disais au niveau opérationnel des boîtes, pour le Oui, bien propre sûr. Non, mais PNL bien sûr, mais en pour le plus de propre ça, PNL. ah, éviter, parce qu'à chaque fois, oui, beaucoup de sociétés de gestion proposent des parts couvertes ou des parts non couvertes. Là, effectivement, pour aller dans le sens de ton propos, si on investit sur le Japon, plutôt du fait de l'appréciation du yen, investir plutôt sur des parts non couvertes. je pense là juste également pour compléter, en fait, là, avec la politique budgétaire lancée par le gouvernement japonais, nécessairement, ça va favoriser le secteur small mid cap, notamment tourné vers l'économie interne. Après, l'effet de devise yen, il est certain face au dollar. Voilà, il y aura une appréciation. Par rapport à l'euro, c'est moins certain. C'est beaucoup moins certain. Et pour une simple raison, parce qu'on aura une dépréciation globale du dollar par rapport aux devises. On a potentiellement une sorte de flight to quality vers la zone euro en termes de devises de politique peut-être plus stable, malgré ce qu'on peut comment dire, avoir dans le passé. Et bah, du coup, l'effet par rapport à l'euro-yen, il est un peu plus incertain par rapport au dollar. On peut avoir des opportunités sur les obligations japonaises aussi, hein. C'est à regarder, mais voilà, de façon très, très, très choisie. D'où l'intérêt Merci, d'une gestion active. merci pour ça. Je pense qu'on peut non pas clôturer le webinaire parce qu'il nous reste Pierre-Yves Diclot. Encore, Pierre-Yves, es-tu Oui, là? oui, je suis là. Esprit crypto, es-tu là?
Tout à fait. Bah, écoutez, Est-ce les que tu as des cryptos. choses à nous dire sur le Bitcoin et notamment est-ce qu'il y a une influence sur le Bitcoin de ce qui se passe en ce moment un peu partout? Et puis que dire quoi? C'est un gadin phénoménal qu'on a vu là. Alors, effectivement, bah, voilà, vous l'avez pas ignoré que depuis, on va dire, le mois d'octobre, novembre l'année dernière, le Bitcoin a fortement chuté. Il est passé en gros d'un point le plus haut à 125 000 dollars, aujourd'hui à 70 000 dollars. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que malgré les tensions géopolitiques qu'on a pu voir ces dernières semaines, le Bitcoin a plutôt progressé pendant ce temps-là. Donc, il n'y a pas eu d'accélération, on va dire, baissière. Aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer, on va dire, une partie de cette consolidation. Bon, premièrement, il avait énormément augmenté, hein, donc voilà, donc il y a aussi un retour, un retour logique un petit peu. Et puis, il y avait beaucoup de leviers aussi sur le marché. Et donc, ces leviers ces personnes ont dû déboucler leur position, ce qui a entraîné voilà, des baisses supplémentaires. Aujourd'hui, donc, on voit depuis maintenant quelques semaines une stabilisation, on va dire, entre le plus bas qu'on ait vu, c'est 62 000 dollars et 70 000 aujourd'hui. On voit cette stabilisation qui peut aussi s'expliquer par un phénomène, le phénomène aujourd'hui qui est lié au mécanisme de sécurisation du réseau Bitcoin et donc de la validation de toutes les transactions sur le réseau Bitcoin, qui est le minage de Bitcoin. Donc tous ces acteurs qui allouent de la puissance informatique pour sécuriser le réseau de Bitcoin et qui sont récompensés en Bitcoin justement pour mettre à disposition cette puissance informatique. Aujourd'hui, tous ces acteurs-là ont un coût de revient parce qu'en fait, dans le minage de Bitcoin, il y a le coût de l'électricité, le coût de la maintenance, bien sûr, du parc de data center. Et aujourd'hui, les mineurs de Bitcoin, en fonction de la zone géographique où ils sont et en fonction du prix de l'électricité qu'ils payent, grosso modo, ne gagnent pas d'argent entre 52 000 et 63 000 dollars. Donc, on voit qu'un Bitcoin à 60 000 dollars, il y a beaucoup d'acteurs qui perdent de l'argent dans le minage de Bitcoin. Et historiquement, si on regarde vraiment historiquement, bah, ces zones, on va dire, où les mineurs de Bitcoin arrêtent de gagner de l'argent, finalement, on n'en gagne plus, sont souvent des zones de consolidation qui peuvent durer quelques temps, hein, pour après justement entamer un nouveau cycle haussier qui pourra peut-être débuter fin d'année, début d'année prochaine. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, on est revenu sur des zones intéressantes en termes de construction de position sur le Bitcoin, de par ces différents facteurs techniques qui sont vraiment caractéristiques au Bitcoin. Et on voit qu'on est revenu finalement sur des niveaux de mai de l'année dernière. Donc voilà, on a effacé finalement toute la hausse qu'on a pu voir surtout fin d'année, sur les derniers mois, enfin fin d'année, pardon, 2024, début 2025. On a effacé en fait la performance sur 2025. Mais aujourd'hui, voilà, on retrouve des zones de prix intéressantes sur du moyen, on va dire long terme, hein, si on se projette à 2-3 ans. Et en tout cas, c'est intéressant d'observer qu'aujourd'hui, les derniers événements géopolitiques et les stress qu'il y a pu avoir sur le marché n'ont pas eu d'impact significatif sur le prix du Bitcoin. Au contraire, puisque quand on a eu ces tensions, il y a eu une forte hausse. En fait, je crois que le Bitcoin est monté de 64 000 à 72 000 dollars assez rapidement, en une ou deux journées. Pourquoi? Parce qu'en Iran, étant donné qu'il y a la crainte justement de la chute du régime, et donc quand on parle de chute du régime, quid des institutions financières, comment les gens vont récupérer leur argent? Et donc il y a eu une multiplication quasiment par 10 des flux sur les plateformes crypto en Iran pour l'achat de Bitcoin. Parce que les gens finalement ont trouvé à travers Bitcoin un moyen de pouvoir sécuriser leur trésorerie, sécuriser leur argent et de sortir du système financier. Donc, on a vu, en tout cas en Iran, voilà, que ça a été utilisé comme ça. Et donc, c'est plutôt intéressant de l'observer. Est-ce que tu avais d'autres questions, Jean-Marc Pas du tout. J'ai lu que le Bhoutan avait réduit de 58% ses réserves Bitcoin. Je ne sais pas ce qu'on fait de ça, mais le Non, bah Bhoutan après, a ça, des projets.
C'est un peu anecdotique. Est-ce ils avaient d'autres contraintes avec des effets de levier? Enfin, on ne connaît pas vraiment la façon dont ils ont constitué ces réserves de Bitcoin. Est-ce qu'ils ont mis du collatéral? Ils ont dû liquider des positions parce que justement, la valeur du Bitcoin avait baissé. Donc voilà. Donc effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure, cette baisse de marché, étant donné que je pense qu'il y avait quand même du levier sur le Bitcoin, a permis d'assainir un petit peu le marché en réduisant tous ces effets de levier. Très bien. Est-ce que nos auditeurs ont des questions sur tout ce qu'on vient de réaliser? Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres choses à rajouter une fois qu'on saura si on a des questions ou pas? Allez, une petite question pour la forme. Dans le Q&A, il y avait peut-être des questions, non? Il y avait peut-être, non, c'était tout à l'heure mais j'ai répondu. Il est 11h10. On a même pris de l'avance. On a été performant, j'ai l'impression, puisque pas de questions et presque 20 minutes d'avance. Tout le monde est rassuré? Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de remarques et plus de questions, je pense qu'on peut finir ce webinaire avec un peu d'avance pour une fois. Merci à tous. Et puis, Merci. Émilie, on se voit quand le mois prochain? 2 avril. Le 2 avril. Avons-nous déjà défini quelque chose avec Yufeng et l'équipe? Pour l'instant, non, ça ne saurait tarder. Bien. Eh bien, on se remet au travail. Merci à tous et à très bientôt. Voilà. Bonne journée. Bonne journée à Merci. tous. Au revoir.